Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie. Et personne d'autre. Oui, pas de Pas de bébé. Ça va être vraiment plus rapide, on Oui. s'entend? Oui, on ne sera pas interrompu par des changements de couche, des Non. bébés qui pleurent. Non. Ouais. Malgré que les gens, vous l'entendez pas d'habitude parce que j'imagine que t'es coupé au montage. Oui, c'est ça, j'en coupe tellement au montage, fait que vous entendez une infime partie du chaos, en fait. Un jour, on va faire ça. On va faire un épisode avec une histoire un peu moins sérieuse. Puis on va le faire avec Navy et avec Pierrot. Puis on va publier sans montage. Ce serait un bon bonus, Patreon. Ça va pas compter pour le bonus, mais genre un extra ou whatever. Ouais. Parce que je veux juste pour que vous compreniez. Mm-hmm. Puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de mères qui sont empathiques envers nous. Comme, je te filme. Hélène, aujourd'hui, je vais te lire une histoire, Noémie qui nous a écrit, qui nous raconte une histoire à la fois drôle et creepy, OK. qui me fait beaucoup rire. Et elle demande et elle nous demande, elle fait un appel à tous à la fin. OK. Donc, je te lis. Je l'ai intitulé « Le vieux bébé ». OK. je t'écoute. Donc, Noémie nous raconte ça. C'était à l'été 1998, j'avais 16 ans. Mon père avait pris des cours de pilotage d'avion ultra léger à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans la région de Québec. Nous, on habite en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est vraiment loin. J'ai accompagné mes parents lors de ce voyage de 2 semaines pour que mon père suive ses cours de pilotage. On séjournait au camping Le Gaulois, pour ceux qui connaissent. Une fois, pendant que mon père suivait son cours, je suis allée prendre une marche toute seule sur une route qui était en gravier. Aujourd'hui, toutes les routes des alentours sont asphaltées, donc j'ai aucune idée si c'était le chemin de la Grande Ligne ou la route des Érables. Okay. Alors que je marchais, une limousine noire s'est arrêtée à ma hauteur. La vitre de la porte arrière s'est abaissée et à l'intérieur, il y avait un vieux monsieur assez ridé, pas de dentier, tout nu, avec une couche de coton attachée avec des épingles à couche et un genre de bonnet sur la tête. Voyons. En gros, c'était comme s'il était déguisé en bébé de l'ancien temps. Assis à côté de lui, il y avait un gars d'une 40aine d'années, habillé bien normal. Le vieux bébé s'est adressé à moi en parlant à la manière d'un bébé. Je me rappelle pas exactement Je me rappelle pas exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros, il m'a invité à le rejoindre dans sa limousine pour qu'on ait du fun ensemble. Et non, merci. Ouais, c'est ça. Elle dit, pas besoin de vous dire que j'ai pas embarqué. Thank God. Elle dit, l'autre gars parlait pas, mais il avait l'air de trouver ça drôle. Le vieux bébé a insisté quelque temps et finalement, l'autre gars a fini par dire « Bon, OK, laisse faire », puis ils sont partis. J'ai raconté ça à mes parents qui m'ont interdit par la suite d'aller prendre des marches toute seule. Et c'en est resté là. Bref, depuis que j'écoute des histoires horribles arrivées à des gens ordinaires, je me demande si cette fois-là, j'ai pas échappé à un maniaque. Et là, elle dit « Est-ce que quelqu'un d'autre a vu le vieux bébé en limousine à Saint-Lambert-de-Lauzon à l'été 98? Et si jamais il y a une explication rationnelle à tout ça, s'il vous plaît, dites-moi « What the fuck? » Cette histoire, man. Ça a pas de T'sais, sens. là, on rit parce qu'il n'y a rien arrivé, Ouais. mais genre, j'espère qu'il n'y ait rien arrivé, justement. Que, en tout À cas, personne d'autre. si jamais quelqu'un a d'autres informations pour Noémie, dites-nous, on va lui envoyer. Dans ma tête, c'est soit c'était vraiment un freak, puis elle l'a échappé, ou c'était genre un défi de quelqu'un, genre, déguise-toi en bébé. Ben, moi, tu sais où mon cerveau est allé? Moi, j'ai l'impression que c'était genre un gars riche qui avait un fétichiste un peu étrange, puis qui a comme payé un dude pour se déguiser en bébé, puis whatever ce qu'il voulait faire ensuite. Moi, ça sonne fétichiste de gars riche dans ma tête. C'est pas fou comme... Je sais pas pourquoi je suis allée là, mais je suis allée là. Ouais, j'aime ça. J'aime ça, ton hypothèse. C'est mon hypothèse. OK. Donc... Parce que c'est pas genre enterrement de vie de garçon, il y aurait eu plusieurs autres dudes où, ouais. tu sais, genre on rigole, on ridiculise un peu. Mm-hmm. Tu sais, les gars, ils font ça des fois. Ouais. Ça sonnait pas ça. En tout cas, bref. OK. Bon, ben... Appel à tous. Appel à tous. Avez-vous vu le vieux bébé à l'été 98? À Saint-Lambert-de-Lauzon. Lauzon. J'arrête pas de dire Roson. Sur la rive sud de Québec. Ouais. J'ai googlé. Savoir c'était où. Donc voilà.
Merci Noémie de nous avoir écrit. Et elle m'a permis de dire son nom. OK. J'ai demandé. Et j'ai un shout-out à faire. Le camionneur du nom de Obi-Wan. Ah, OK. Il m'a demandé, il m'a demandé de faire un shout-out avec son surnom qui est Obi-Wan et qui allait se reconnaître. Donc, OK. Allô? Obi-Wan dans son Obi-Wan. camion. Donc, aujourd'hui, Hélène, je te raconte l'histoire. C'est horrible, cette histoire-là. Le massacre de Shell Lake en Saskatchewan. OK. Ça te dit quelque chose, non? Ça me dit de quoi? Je l'ai peut-être entendu dans un podcast canadien. Canadian True Crime. Ouais, peut-être. Mais ça fait longtemps. Écoute, ben, je te raconte, de toute façon. T'as pas vraiment le choix. Oui, C'est ce qu'on je fait. vais t'écouter même si Voilà. je me rappelle un petit peu. Robert Hoffman, d'origine allemande, et sa femme Stella, de l'Ukraine, viennent s'installer dans les années 1930, dans le village de Leask, à 1 heure de Saskatoon, en Saskatchewan. Je sais pas si on a déjà fait des histoires en Saskatchewan. J'ai l'impression que Je non. pense pas. Très joli. En tout cas, moi, j'en ai pas fait. Je pense pas que t'en as fait non plus. Ils ont 7 enfants, tous nés au Canada. Les Hoffman cultivent le foin et élèvent le bétail sur leur ferme. Ils sont bien connus puis respectés dans la communauté parce que les 9 membres de la famille vont à l'église protestante luthérienne tous les dimanches. Le 5e enfant, Victor Ernest, est le rassembleur de la famille. Il est décrit comme un enfant intelligent avec une grande capacité de résolution de problèmes, mais il est aussi très timide et il se met souvent à l'écart, surtout à l'école. À l'âge de 6 ans, Victor a un seul ami, le diable. Ah! Attendez pas à ça. Je te le décris. Mhm. Une créature noire de 2 mètres de haut, toute nue avec une très longue queue. OK. À l'arrière. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai spécifié. J'y ai comme pensé aussi. Je sais qu'on n'est pas les seuls. J'avais pas écrit ça. Fait que lui, son ami imaginaire à 6 ans, c'est C'est ça. C'est relax. Puis il dit que son super pote, il apparaît au milieu de la nuit dans sa chambre, puis il le réveille en tapant sur un tambour. Donc, on s'entend qu'il fait de l'insomnie, le pauvre petit gars. Puis, c'est pas relax comme réveil, là, quand il y a quand il y a le diable qui tape sur un tambour. Non, c'est ça. Ça doit pas être super, super. Fait que bref, ça dure pendant plusieurs années, cette amitié-là. Et Victor, il en parle à personne. Pourquoi tu trouves ça si drôle? Je suis fatiguée, gang. Donc, à l'âge de 10 ans, c'est paranoïa parce qu'on s'entend que son amitié, c'est des paranoïas. Ils se rendent... hallucinations. Ouais, c'est ça. Ils se rendent comme à un autre niveau. Et là, ils commencent à avoir des envies de tuer. Donc, il dit que dès qu'il rencontre ou qu'il parle à quelqu'un, il s'imagine en train de la tuer, comme des fantasmes un peu étranges là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour assouvir cette envie-là? Comme tout bon psychopathe, comme la majorité de nos histoires, il tue des animaux. Des animaux, voilà. Donc, il commence par torturer des chats. Il aime ça. Là, il continue, il tue des chiens. Puis là, après ça, il s'étend sur n'importe quel animal qu'il voit. Il a déclaré un jour avoir tué plusieurs centaines d'écureuils. Enfin, plusieurs centaines. Un jour à l'école, il a tabassé un garçon de sa classe puis il l'a menacé pour pas qu'il le dénonce. Le garçon avait super peur, donc il a rien dit. Alors, Victor s'en est tiré. Et là, Victor, sa psychose continue d'augmenter. Et là, il entend constamment des voix. Le diable est de plus en plus présent dans sa vie. Et là, l'image du diable, elle commence à changer puis elle devient plus claire. C'est rendu une grande créature, toujours nue et trapue. Avec non, là, elle est rendue trapue. Elle est plus de 2 mètres. Okay. Et il dit qu'elle a... Le point le plus important, c'est qu'elle a une apparence de cochon. Comme un visage de porc. OK. Un matin, Victor est en train de manger son déjeuner avec ses frères et sœurs et ses parents. Et il entend le diable l'appeler. Donc, il sort à l'extérieur de la maison. Le diable est là, il l'attend. Et il lui dit qu'il va le rendre très riche si Victor s'agenouille devant lui. Sur le coup, Victor y hésite parce qu'il n'a pas de temps envie de s'agenouiller devant le diable. Mais il dit, l'argent pourrait quand même aider ma famille.
Fait qu'il finit par, après quelques secondes de réflexion, s'agenouiller devant le diable. Mais il est trop tard. Le diable, il est fâché qu'il ne se soit pas exécuté sur le champ. Et Victor a dit que c'est pour ça qu'il n'est jamais devenu riche. Mais à partir de ce moment-là, le diable il était fâché contre Victor. C'était leur amitié. C'est Elle venait terminé. de se terminer. Donc, Hey, c'est pas le fun dans sa tête, là. Ouf, je voudrais pas ça être à va sa bien. place. Quelque temps après ça, Victor commence à voir aussi des anges. Les anges, ils lui apparaissent comme des jolies femmes qui lui parlent sur un ton très autoritaire. Victor entre alors comme dans un combat. Il se sent comme pris entre le diable et les anges parce que les diables et les anges, ils s'entendent pas vraiment. Donc, Victor a comme un peu peur et il prend soin de garder des armes de chasse avec lui en tout temps pour être sûr qu'il puisse défendre les anges contre le diable. Mhm. Il y a 10 ans. Oh boy. À 14 ans, Victor il échoue sa 9e année, l'équivalent d'un secondaire 3 aujourd'hui, et il décide d'arrêter d'aller à l'école puis de travailler sur la ferme familiale à temps plein. Ce qui faisait quand même le bonheur de ses parents, qui sont toujours pas au courant que leur fils, ça va pas. Puis on se rappelle qu'on est dans les années genre 40, 50, Ouais, 60. fait que la maladie mentale, c'était... Ben de un, on connaissait pas ça. Non, Et c'est de ça. deux, c'était quand même normal de lâcher l'école Ouais. pour ouais, aller ouais. travailler sur une ferme à temps plein. Mm. C'était vraiment normal. À l'âge de 15 ans, Victor, qui a une passion pour la chasse, on s'entend que sa passion pour la chasse, c'est plus une passion pour les armes de chasse. Il s'introduit par infraction dans un magasin de la ville voisine, puis il vole des armes à feu. Il se fait pas prendre, donc c'est un succès. Mais l'année suivante, il refait le même vol dans le même magasin. Et là, il se fait voir par des voisins qui finissent par le dénoncer. Donc, à 17 ans, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc, je te fais un petit cours 101 de ce qui signifie avec sursis. Ouais. Donc, la prison avec sursis, ça veut dire que tu reçois une peine de prison, mais tu n'as pas à y aller immédiatement ou des fois pas du tout. Donc, il y a 2 types de sursis. Le sursis total, c'est la peine au complet est suspendue tant que tu respectes tes conditions. Okay. Donc, le cas de Victor, lui a respecté ses conditions, donc lui, il n'est jamais allé en prison. Ou tu as un sursis partiel. Il y a une partie de la peine qui est purgée en prison, puis le reste est suspendu sous condition. Okay. Si tu ne respectes pas les conditions du sursis, tu peux être envoyé en prison pour purger ta peine initiale. Et c'est souvent accordé pour des crimes moins graves ou aux personnes avec pas ou peu d'antécédents judiciaires. Donc, le cas de Victor. Okay. Donc, il n'est jamais allé en prison pour ça. Fin du cours 101 de Avec sursis. Maintenant, Victor, il a presque 20 ans. Et là, sa santé mentale, ça se détériore, ça n'arrête pas de se détériorer, ça va pas. Même que parfois, il y a des crises tellement intenses qu'il s'évanouit. Hey. Le diable apparaît de plus en plus souvent, puis il le harcèle pour que Victor lui vende son âme. Sans quoi, il menace qu'il va mourir 1 million de fois, puis plein d'affaires. Une fois, Dieu puis ses anges, ils demandent à Victor de tuer le diable en lui promettant le paradis par la suite. Donc, Victor fait comme « Oh yeah! Et là, il tente de tuer le diable 3 fois. La première fois, il réussit à le capturer, mais le diable, il sent tellement pas bon que Victor doit le relâcher. Okay. La deuxième fois, il tire dessus avec un fusil, mais il rate. Et la troisième fois, c'est il se bat avec le diable physiquement, mais il réussit pas à le tuer. Et c'est tellement vif, ces hallucinations. Ah ouais, c'est très clair. C'est très, très clair. C'est quand Victor atteint l'âge de 21 ans que sa famille se rend en fin compte que quelque chose qui va pas. OK. Quand même, il l'a bien caché, là. Oui. Ben, il y a beaucoup d'enfants dans la famille aussi. Ouais. C'était enfant unique, je sais pas. Un matin, Victor court dans le champ de foin derrière chez lui, puis il tire en l'air à plusieurs reprises avec un fusil. Sa mère, elle court après pour l'arrêter. Victor cesse de courir, puis il dit à Stella, sa mère, « Je tire sur le diable. » Donc là, après ça, il donne l'arme à sa mère. Et sa mère, elle comprend rien. Après ça, il donne l'arme à sa mère, puis il court en direction de la voiture, puis il s'enfuit avec la voiture. Après son départ, Stella, la maman, est comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Fait qu'elle elle va dans la maison, elle ramasse tous les fusils qu'elle peut trouver, puis elle les cache. Ce qui est un très bon move de sa part, parce qu'après quelques heures, Victor, il revient à la maison, puis il dit « Je m'en viens chercher des fusils. » Puis là, il cherche partout dans la maison, puis évidemment, il n'en trouve pas. Heureusement, il n'en trouve pas.
Bravo, Stella. Oui. Et là, Victor est déçu, mais il est vraiment dans un état très calme. Puis là, il dit à sa mère qu'il a besoin de parler au pasteur. Fait que sa mère est comme « oui, Oui. oui ». Bonne idée. Donc, elle l'appelle, le pasteur arrive, il s'assoit avec Victor, ils ont une discussion. Puis après quelques minutes, Stella, elle espionne un peu, puis elle entend son fils dire au pasteur « Je veux tuer maman ». Hum. Tu sais, toute chose que Mhm. toute mère rêve d'entendre. Ouais, oui. Après ça, évidemment, les parents de Victor prennent la décision de l'emmener à l'hôpital psychiatrique Battlefords Union, puis pas très loin de là. Il y a alors un psychiatre qui évalue Victor puis qui lui a diagnostic. Il lui diagnostique un trouble de la personnalité schizoïde. C'est caractérisé par un détachement émotionnel, un manque d'intérêt pour les relations sociales, puis une préférence pour la solitude. À ne pas confondre avec la schizophrénie. Ah, OK. ChatGPT m'a fait une petite distinction. Oui. Le trouble de la personnalité schizoïde, c'est tu restes en contact avec la réalité, puis tu n'as pas d'hallucination ni de délire. La schizophrénie, tu as des hallucinations, des délires, une pensée désorganisée, puis des troubles cognitifs qui affectent profondément ton fonctionnement quotidien. Tandis que le trouble de la personnalité schizoïde, tu peux quand même fonctionner bien au quotidien. Mais là, lui, il a quand même clairement des hallucinations. Peut-être Ben, que c'est ça qui marche pas. Le diagnostic il est peut-être pas bon. Ben, c'est ça. En entendant ça, tu sais, nous, on se dit, Victor, il est plus schizophrène. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est ça qu'il diagnose. Diagnostic. Diagnostic. Excusez. Le psychiatre recommande donc que Victor soit hospitalisé parce qu'en plus de problèmes de santé mentale, Victor a aussi des problèmes de santé physique. Il a des grosses crampes au ventre puis des sensations de brûlure un peu partout, qui est probablement dû à l'exposition aux produits chimiques agricoles agressifs qui sont utilisés sur la ferme. Après plusieurs séances de psychothérapie, Victor a fini par parler de ses hallucinations puis de ses interactions avec le diable et les anges. Mhm. Il ajoute aussi qu'il doute du fait qu'il est un homme. Selon lui, le diable le punit en remplaçant son cerveau par celui d'une femme appelée Denise. Oh. Et il dit avoir l'impression que Denise lui a volé son corps puis qu'elle a pris complètement le contrôle de son corps et de son esprit. OK. Fait qu'en plus, on dirait qu'il y a comme deux personnalités. Genre. Ouais, c'est ça. OK. Et il doute vraiment du fait qu'il est un homme. OK. Il est plus sûr. Les professionnels de l'Institut remarquent aussi que Victor a une obsession envers le sexe. Il se masturbe tous les jours, plusieurs fois par jour. Il est obsédé avec ça. Après quelques jours à l'hôpital, ils finissent par changer sa médication. Là, il est officiellement diagnostiqué avec une schizophrénie chronique. Ah, bon. Et non le trouble de personnalité schizoïde. Il y a des symptômes incontrôlés et de graves handicaps sociaux qui l'empêchent de bien fonctionner au quotidien. C'est ça la distinction avec l'autre. Il faut donc traiter Victor. Oui, s'il vous plaît. Pour la schizophrénie chronique. Aujourd'hui, mettons en 2025, le traitement pour la schizophrénie chronique, c'est une combinaison de médicaments, des antipsychotiques et de la thérapie cognitivo-comportementale, de soutien psychosocial et de réadaptation. C'est comme une combinaison de tout ça aujourd'hui. Mais en 1960, c'est pas la même affaire. Le traitement pour la schizophrénie, c'est des médicaments antipsychotiques aussi et 12 séances d'électrochoc faites sur 4 semaines. 3 par semaine, bim bam boum. Donc, les séances d'électrochoc commencent. Après la deuxième séance, on remarque déjà un changement chez Victor. Il est un peu plus agréable, un peu moins renfermé, mais ses délires / hallucinations sont encore là et il est toujours obsédé par le sexe. Après la cinquième séance d'électrochoc, il y a beaucoup de progrès. Non seulement Victor est plus coopératif puis plus sociable, mais il dit même que ça se pourrait que les anges puis le diable soient juste dans sa tête. Oh. Il commence à s'en aller vers quelque part. OK. Et là, à la fin du traitement, donc après la 12e séance d'électrochoc, là, il est plus de bonne humeur, il est plus sociable. Et pour ce qui est du diable, il dit qu'il visite encore parfois, puis il dit ouvertement que c'est peut-être dans sa tête, mais que même quand il va sortir de l'hôpital, le diable va sûrement tenter de le tuer. Donc, il est encore là. Okay. Ça va pas. Il y a encore des hallucinations. Il y a du progrès, mais pas tant. Ouais. Le 26 juillet 1967, Victor obtient son congé.
après son mois de traitement, de son congé de l'hôpital. Mhm. Son père, il vient le chercher. Et avant de quitter, les médecins en charge de Victor, ils donnent à Robert des médicaments à donner à son fils et des tranquillisants. Hmm. C'est au cas où. Ouais. À la maison, à part que Victor dort beaucoup, ses parents, ils voient comme pas tant de changements. Environ 2 semaines plus tard, Victor décide qu'il n'a plus besoin de prendre ses médicaments. Il se sent bien, il arrête de prendre ses médicaments, il est comme pas trop contrôlé, donc ses parents, ils savent pas. Et là, évidemment, qui fait un comeback? Le diable. Son ami le diable. Donc, il recommence à réapparaître la nuit, donc insomnie, Hmm. ça va pas, il dort pas. Ça allait mieux, tu sais, il dormait avec ses Ouais. médicaments. C'est vraiment juste qu'il a C'est arrêté ça de le les prendre. problème. Tu vois, c'est comme, ah, je vais bien, j'ai plus besoin de mes médicaments. C'est mais ça. non, tu vas bien parce que t'es prêt. La nuit du 14 août, la même année, Victor n'arrive pas à dormir. Il se rend dans le garage. Fouille-moi pourquoi, mais il se rend dans le garage. À ce moment-là, il dit avoir ressenti une sensation étrange sur le côté de la tête, puis qu'il sent comme s'il avait été coupé en deux sur le sens de la longueur, OK. puis qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Hmm. C'est la description qu'il fait de ce soir. Oh, méchant bad trip. Et là, il embarque dans l'auto avec un fusil chargé sur le siège côté passager, puis il quitte la ferme. OK. Il conduit sans but, sans direction précise, pendant à peu près 40 minutes. Il arrive dans le village de Shell Lake, qui compte à l'époque 250 habitants. Aujourd'hui, il y a juste 175 habitants. Ah. Probablement, le massacre de cette ville n'aide pas. Ouais, non. Parmi ces habitants-là, on compte la famille Peterson. James Peterson, 47 ans, et sa femme Evelyn Peterson, 42 ans, habitent une petite ferme avec 8 de leurs 9 enfants. Leur plus vieille, Cathy, s'est mariée puis est déménagée en Colombie-Britannique. Les Peterson sont aussi une famille d'agriculteurs. Ils cultivent les céréales, ils élèvent du bétail et... Non, c'est tout. Ils cultivent les céréales et ils élèvent du bétail. Oui, OK. Point. Sur leur ferme. Donc, le matin du 15 août 1967, James et Evelyn se réveillent à l'aube pour commencer leur journée. Leurs enfants, à l'exception de bébé Larry, 1 an, qui est dans les bras de sa mère, dorment tous dans la même chambre. Vers 6 heures ce matin-là, les parents entendent une voiture s'arrêter dans leur entrée, puis une porte claquer. Victor Hoffman, il a choisi de s'arrêter à la ferme des Peterson parce qu'il dit avoir eu une vision de cette ferme-là dans un rêve. OK. Donc, ça lui semble familier, cette place-là. Donc, mais il connaît pas. Non, il ne connaît pas du tout. OK. Victor sort de sa voiture puis il se dirige vers la maison des Peterson. Il a dans sa main droite un fusil calibre 22, très chargé. James sort de la maison puis aperçoit Victor. Victor pointe son fusil, tire. Il atteint James à l'estomac. James tombe. Il lui tire 6 fois de plus dessus. Ouf. Il atteint 7 balles au total. Après ça, il enjambe le corps inerte de James puis il rentre dans la maison. Après avoir entendu les coups de feu, les enfants hurlent dans leur chambre. On se rappelle qu'ils dorment tous dans la même chambre. Et Evelyn, elle, est dans sa chambre avec son bébé dans les bras. Elle capote. Elle entend ses enfants hurler dans la pièce d'à côté. Elle peut comme rien faire. Elle peut pas bouger parce qu'elle entend Victor marcher. Les enfants sont tous blottis les uns contre les autres dans un lit et à côté du lit sur le plancher. Sauf la petite Dorothy, 11 ans, qui est dans le salon. Elle avait dormi dans le salon cette soirée-là. Victor entre dans la maison, rentre dans le salon, pose les yeux sur la petite Dorothy qui tremble de peur, pointe son fusil vers elle, tire une balle directement dans la tête. Victor continue sa route. Il suit le son des cris, puis il se rend dans la chambre des enfants. En entrant dans la chambre, il dit que c'est pas des enfants qu'il a vus, mais c'est des créatures à tête de cochon. Oh my God. Comme le diable. Le diable, il avait une tête, il avait pas l'expression tête de cochon, il y avait littéralement un visage de porc. Donc, les enfants avaient tous, pour lui, des visages de porc. Donc, il fallait les éliminer. Il pointe encore une fois son fusil. Il tire chacun des enfants qu'il voit. Et là, je dis qu'il voit parce que il y a la petite Phyllis, 4 ans, qui est cachée sous la couette entre 2 de ses sœurs, qui sont maintenant décédées. Donc, Victor la voit pas. Donc, il tue tous les enfants, sauf la petite Phyllis. 4 ans.
Pendant le carnage, Evelyn est terrorisée. Elle entend... Qu'est-ce qu'elle fait? T'imagines que dans la pièce à côté, t'entends tes enfants se faire un après un. Elle est terrorisée. Fait que là, elle sait qu'elle peut comme plus rien faire pour ses autres enfants. Ouais. Fait qu'elle se dit, je vais me sauver ma vie et celle de bébé Larry au Ouais. moins. Donc, elle ouvre la fenêtre, saute par la fenêtre de sa chambre. Au même moment, Victor Young dans la pièce, puis il voit que Evelyn et Larry sont dehors, elle essaie de courir. Il saute aussi par la fenêtre pour les poursuivre. Il pointe son fusil et tire 4 fois sur la pauvre maman. Elle tombe au sol avec Larry toujours dans ses bras et qui est toujours vivant. Et évidemment, il est en pleurs. Victor le laisse là, par exemple. Okay. Il gît dans le sang de sa mère, mais il est encore en vie. Victor rentre de nouveau dans la maison, puis il fait un tour pour voir s'il a bien éliminé tout le monde. Il tire quelques balles dans le vide pour faire peur si jamais il reste quelques maisons. Et là, il entend un petit cri. Oh non! Donc, c'est la petite Phyllis qui est paralysée de peur, toujours blottie entre les corps sans vie de ses 2 sœurs. Et là, Victor rentre dans sa chambre. Et là, il voit la petite Phyllis. Il se regarde droit dans les yeux. Et là, parce que Victor dit que Phyllis, elle avait pas un visage de porc. Elle avait le visage d'un ange. Donc, il l'a épargnée. Phyllis va être la seule survivante du massacre. Oh my God. Hey, j'ai les mains d'en face en ce moment. Je suis tellement stressée. Et là, je te dis, c'est la seule survivante. Donc, bébé Larry. Donc, Victor sort de la maison, satisfait de son bon travail. Et là, il entend le pauvre bébé Larry qui pleure, il y a 1 an. Il est étendu dans la mort de sang de sa propre mère. Et Larry, il n'y avait pas non plus le visage de porc, du diable. Mais Victor, il se dit qu'il souffrirait trop s'il le laisse là. Fait qu'il pointe son fusil, tire. Oh my God. Hey. C'est capoté, hein? Tuer un enfant d'1 an, comme ça. Après en avoir tué. Ouais, après en avoir tué 6. Donc là, Victor, il n'entend plus rien. C'est le calme plat à la ferme des Peterson. Et c'est là qu'il sort de sa psychose puis il commence à réaliser qu'est-ce qu'il vient de faire. Et là, il retourne dans la maison puis il tente de ramasser toutes les douilles, toutes les balles. Et il en trouve 17. En fouillant aussi, il tombe sur les portefeuilles de James et d'Evelyn puis il vole tout leur argent. Un gros total de 7 $. Après ça, il embarque dans sa voiture, prend la route. Il revient chez lui vers 7h30 du matin, comme si de rien n'était. Vers 8h, il y a un ami de James Peterson, du nom de Wilfred Mackenzie, qui se rend à la ferme parce qu'il était censé aller aider James à vendre du blé au marché cette journée-là. J'ai mis une petite note dans plusieurs balados, puis dans quelques articles de journaux, j'ai regardé. On dit que l'homme qui est venu à la ferme ce matin-là s'appelle Will Drew Lang. Mais il n'existe aucune source fiable qui mentionne comme étant impliqué dans la découverte des corps. OK. Puis il n'est pas dans les rapports des polices non plus. Fait que je sais pas pourquoi. En tout cas, bref. Il y a comme 2 noms. Donc, Wilfred arrive sur la ferme, puis il commence à charger le blé dans le camion. Il se dit en attendant que James sorte de la maison. Et là, vers 9h, toujours pas de James. Donc, tu sais, il est dans le champ un peu plus loin. Fait que là, il commence à se diriger vers la maison. Et là, il se rapproche de plus en plus de la résidence. Et là, il y a comme une sensation étrange. Il se dit, comment une maison avec 8 enfants peut être aussi calme? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, le chien de la famille court vers lui. Et il sent comme une sensation étrange. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et plus il avance. Et c'est là qu'il voit le corps inerte de son ami James dans une mare de sang en avant de la maison. Là, il est complètement terrorisé. Puis, il décide de ne pas entrer dans la maison puis d'aller chercher de l'aide parce que, tu sais pas, le tueur peut être encore là. Ben oui, il fait bien. Bon move. Et là, on est en 1960, donc pas de cellulaire. Wilfred se rend au magasin général du village pour alerter les autorités. La GRC est immédiatement dépêchée sur place. C'est le caporal Ralph Boutin qui est le premier à arriver sur les lieux. Il voit d'abord le corps de James, qui est dans un horrible état. Puis, le caporal entre dans la maison. C'est là qu'il voit Dorothy, 11 ans, sur le plancher du salon. Dans la chambre, sur le plancher, les corps de Mary, 13 ans, William, 5 ans, et Colin, 2 ans. Dans le lit, les corps de Pearl, 9 ans, et de Jean, 17 ans. Et c'est là qu'il voit
Il pose les yeux sur la petite Phyllis. Phyllis qui est juste 4 ans, restée là tout ce temps-là. Oh my paralysée de peur, probablement. God. Toujours cachée en dessous de la couette, en état de choc, Oh. mais sans aucune blessure physique. On s'entend. Ouais. Le caporal essaie de rassurer Phyllis. Elle doit avoir peur. Un autre homme qui rentre dans la maison, tu sais. Il la prend dans ses bras et l'emmène à l'extérieur de la maison. Plus tard, en entrevue, Phyllis dira qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer, mais elle a su que la situation était grave quand elle a vu l'officier qui la transportait pleurer. Oh. Elle dit, OK, si lui, il pleure, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les renforts arrivent. Il y a des nombreux... Je vais dire un shitload. Il y a vraiment beaucoup d'agents de la GRC qui sont sur place. Il y a même 75 chiens policiers, apparemment, qui sont là pour fouiller. Et on découvre les corps d'Evelyn et de bébé Larry sur le côté de la maison, comme un peu en arrière. Et là, tous les officiers se mettent à la recherche de preuves. Et on trouve quelques indices. On compte au total que 27 balles ont été tirées. Evelyn, la mère, en a reçu 4. Le père en a reçu 7. Puis les enfants, au total, en ont reçu 16. En fouillant dans la maison, ils réussissent juste à en trouver 5. Parce que... en quittant, Victor a tenté de toutes les ramasser, mais il en a laissé 5 derrière lui. Chaque victime a des brûlures de poudre sur la peau. Ça veut dire qu'ils ont tous été tués à bout portant. Sur le plancher aussi, il y a des empreintes de chaussures ensanglantées, mais il n'y a aucune des paires de souliers dans la maison ou sur les victimes qui correspondent aux empreintes. Et ils trouvent beaucoup d'autres indices. 2 jours après le massacre, le 17 août, le bureau de la GRC de Shellbrook reçoit la visite d'un fermier du coin. L'homme dit avoir un voisin qui vient tout juste de sortir d'un hôpital psychiatrique et qui a beaucoup d'armes de chasse parce qu'il adore la chasse. Donc, ça pourrait être un bon suspect. Et là, il leur donne le nom de Victor Ernest Hoffman. Des enquêteurs se rendent immédiatement à la ferme Hoffman. Avant même de cogner à la porte, ils aperçoivent sur la galerie une paire de bottes. Donc, paire de bottes qui semble correspondre aux empreintes trouvées sur la scène du crime. Donc, ils les saisissent pour analyse. Puis, ils cognent à la porte. Robert Hoffman ouvre. Victor, il n'est pas là, mais Robert accepte de répondre aux questions des policiers. Entre autres, il leur pose des questions par rapport à un fusil de calibre 22. Et Robert leur confirme qu'ils en ont bien un. Il leur donne l'arme. L'arme était là. Ça prend seulement 24 heures avant que les analyses des bottes puis du fusil reviennent très positives. Victor Hoffman est officiellement l'auteur du massacre. Les agents retournent sur la ferme pour trouver des indices. Et là, jackpot, ils trouvent dans les champs 2 portefeuilles vides. La ferme de Hoffman, où ce que Victor habite. Et là, ils trouvent dans le champ les 2 portefeuilles de James et d'Evelyn. Donc, le 19 août, Victor Hoffman est officiellement arrêté. Au poste de police, ça prend 15 minutes d'interrogatoire avant que Victor avoue tous les meurtres. Il confie aussi... Il dit qu'il trouve qu'il a manqué de jugement parce qu'il n'a pas mis le feu à la maison avant de partir. Une chance, c'est-tu? Ouais. Puis, il blâme le personnel du centre hospitalier qui l'a laissé sortir. Moi, il dit, ben là, il avait juste à pas me laisser sortir. Qu'ils l'ont laissé sortir 3 semaines plus tard. Bravo de mettre la faute sur les autres. Cette même journée-là, la journée de l'arrestation, il y a les funérailles des 9 membres de la famille Peterson au cimetière God's Acre de Shell Lake qui ont eu lieu. Les 2 seuls membres de la famille toujours vivantes, donc Kathy, elle de 19 ans qui était déménagée en Colombie-Britannique, et la petite Phyllis sont présents. D'ailleurs, Kathy et son mari, Lee, ils ont ensuite pris la petite Phyllis chez eux puis l'ont élevée comme leur fille. 2 semaines après le massacre, Victor Hoffman est accusé d'homicide involontaire des membres de la famille Peterson. Il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Saskatoon pour évaluation. Et là, le but est de maintenant déterminer s'il est apte ou non à subir son procès. Donc, à l'hôpital, des évaluations après évaluation après évaluation. Et là, Victor s'ouvre. Il avoue encore une fois avoir commis les meurtres, mais il dit que c'est le diable qui l'a obligé à les commettre. Donc, c'est pas lui. Finalement, Victor est diagnostiqué comme schizophrène, encore une fois, mais il est jugé apte à subir son procès. Donc, pour le procès, là, l'avocat de Victor a la lourde tâche non seulement de le défendre,
le tueur, mais aussi de tenter de faire comprendre au jury, à la population, aux juges, à tout le monde, c'est quoi la schizophrénie. Parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était pas très connu clair. comme C'est aujourd'hui. ça. Là. Puis on pensait que c'était une maladie incurable aussi, à l'époque. La question à répondre... Ben, pas incurable. Je pense que c'est toujours incurable aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais tu peux contrôler. contrôler les effets avec la incontrôlable, médication. je devrais dire. Ouais. Donc, la question à répondre est la suivante. Est-ce que Victor comprenait que ce qu'il faisait était mal lorsqu'il massacrait la famille Peterson? Donc, la défense fait témoigner le docteur Abraham Hoffer, qui est le co-inventeur du test Hoffer-Osmond. Le test Hoffer-Osmond, c'est un questionnaire psychologique qui sert à évaluer les traits de personnalité liés à la perception, à la pensée et aux états psychotiques. Donc, à ce test-là, les patients qui ne souffrent pas de maladie mentale obtiennent habituellement un résultat de 20 ou moins. Et le résultat moyen d'un patient atteint de schizophrénie est autour de 65. Victor, lui, quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique 3 semaines avant les meurtres, il avait un résultat de 99. Les schizophrènes ont 65 normalement. OK. Nous, on aurait genre 20. Fait que ultra schizophrène. Ultra schizophrène. Le docteur Hoffer, assisté par un autre psychiatre, a lui-même évalué Victor, puis il a diagnostiqué une forme très grave de schizophrénie paranoïde. Et le docteur Hoffman est très clair. D'un point de vue psychiatrique et juridique, Victor n'était pas du tout sain d'esprit au moment du massacre. Malgré tout, le juge décide finalement que Victor est apte à subir son procès. OK. Le procès commence le 8 janvier 1968 au tribunal de North Battleford. Victor Hoffman fait face à des chefs d'accusation de meurtres non capitaux. Il faut savoir qu'à l'époque, la condamnation à mort était encore en vigueur au Canada. Elle a été abolie le 14 juillet 1976. La couronne présente de nombreuses preuves comme les enregistrements de Victor qui décrit les meurtres en détail et qui les avoue, les bottes tachées de sang qui correspondent aux empreintes ensanglantées et les deux du fusil de calibre 22 qui a été saisi chez lui. Bref, toutes les preuves sont là pour incriminer Victor. Mais la stratégie de la défense est strictement basée sur sa santé mentale. Oui, on s'entend que c'est la question. Là. Exactement. Ouais. Donc, le docteur Hoffer témoigne encore une fois, puis il tente de faire comprendre au jury c'est quoi la schizophrénie. Et en plus de leur expliquer comment Victor n'avait pas du tout conscience de ce qu'il faisait pendant le massacre. Après 3h30 de délibération, le jury déclare Victor Hoffman. Moi, je dis non coupable pour cause de... À l'époque, c'est aliénation mentale. Oui, c'est ça, exactement. Non coupable des meurtres pour cause d'aliénation mentale. Victor est immédiatement interné dans un établissement de la ville de Prince-Albert, puis est transféré dans un centre de santé mentale en Ontario où il restera pendant plus de 30 ans. Okay. En 92, il y a le journaliste Peter Tadman qui a écrit un livre sur le massacre et il a interrogé Victor Hoffman. Puis j'ai lu des bribes du livre. J'ai pas eu le temps de le lire au complet. C'est troublant à lire, pour vrai. Ah ouais. C'est vraiment horrible. Il dit quoi? Ben, j'en ai mis plusieurs, là, des références. Mais il parle du diable, de comment il apparaissait. Okay. Lui, il est convaincu que c'est vrai. Et même encore, tu sais, ça, c'est en 92, ça s'est passé en 65. En 60. En 68? 60... Le procès, c'est en 68, mais... 67. Ouais, le massacre, c'est en 67. OK. En fait, c'est quasiment 30 ans après. Puis il pense 25 encore ans après. Que c'était vrai, le diable. C'est ça. Tout, okay. Exactement. C'est encore très frais dans sa tête. Tout existe encore. Bref. Donc, en 92, c'est ça, tous les interrogatoires. Et en gros, même après tout ça, il est encore hanté par le diable, il y a encore des hallucinations. Aïe, aïe. Et malgré tout ça, même avec les aveux aux journalistes, même avec sa schizophrénie, Victor obtient en 2001 l'autorisation pour des sorties sans surveillance. Et là, j'ai lu des articles. Ça a tellement été controversé, mais ça n'a jamais été renversé. Il y a eu plusieurs sorties pendant 3 ans. Okay. Parce que le 21 mai 2004, Victor Ernest Hoffman est mort d'un cancer. Okay. Il avait 56 ans. Ah ouais. Et là,
pour finir sur une note un peu plus positive. Qu'est-ce qui est arrivé à Phyllis? Elle a vécu heureuse et une Ouais. belle vie. Oui. Oh, yeah. Une belle vie. Ben, ouais. En fond, pendant l'écriture du livre, le journaliste Peter Tadman, il l'a aussi interviewé. Et Phyllis, elle s'est confiée qu'elle se souvient comme pas vraiment de ce qui s'est passé. J'imagine que ton cerveau essaye de Ouais. l'effacer. Puis elle était quand même vraiment jeune. Ouais, elle avait 4 Ouais. ans. Et sa sœur Cathy puis son mari Lee l'ont élevée comme leur propre fille. Ils n'ont jamais caché les détails sur ce qui s'était passé. Tu sais, ça a toujours été ouvert. Ils sont aussi retournés vivre à Shell Lake pour se rapprocher de leurs amis puis d'autres membres de leur famille. Puis au fil des ans, ils ont eu 4 autres enfants. Fait qu'elle a eu 4 frères et sœurs. Elle dit avoir eu une enfance heureuse, puis elle a toujours eu le soutien de la communauté. Elle dit parfois un peu trop de soutien. Apparemment qu'elle recevait des cadeaux genre coûteux, puis pas ses frères et sœurs. Fait que c'était weird d'aller partager avec elle parce que les gens de la communauté connaissaient bien sa famille ou ses parents, tu sais. Ça la rendait parfois mal à l'aise. Elle a déjà dit en entrevue justement qu'au lieu de la laisser vivre sa vie normalement, ce genre de geste-là, ça lui faisait juste lui rappeler la tragédie. Fait que c'était plus difficile. Aujourd'hui, Phyllis est proche de 60 ans. Elle habite toujours Shell Lake, puis elle est mariée, puis elle a un fils qu'elle a appelé James, comme son papa. Mais elle est très heureuse. Puis elle dit, j'ai regardé plusieurs entrevues où elle dit genre, j'aurais aimé ça grandir avec mes frères et sœurs, les 8 que j'avais. Elle a quand même grandi dans une grande famille, mais elle se souvient un peu de ses frères et sœurs, comment ils étaient. Puis elle aurait aimé ça voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Puis voilà. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus. Oh. Voilà. Mais au moins, une chance que sa grande sœur était pas là. Tu sais, c'est une personne proche qui s'est comme vraiment bien occupée d'elle. Mais tu sais, moi, je me demande, est-ce que des fois, tu te dis, j'aurais quasiment aimé mieux, moi aussi, y passer, tu sais? Puis pas avoir à subir le après. Mais je pense, vu qu'elle était tellement jeune, tu sais, vu qu'elle s'en souvient pas trop, je pense qu'elle s'en est bien tirée à cause de ça, tu sais. Genre, tu sais, si elle avait eu 13 ans, là, tu sais, tous les souvenirs, la compréhension de ce qui s'est passé. Ça aurait été vraiment too much. Vraiment. J'aurais pas imaginé la scène dans la chambre quand elle est blottie dans les couvertes entre les deux corps de ses sœurs décédées. Ça, c'est tellement un moment de film d'horreur. Ça n'a aucun sens. Quand tu le racontais, j'avais des frissons. Tu le vois, là. T'es dans ta couverte, là. Puis là, tu as un contact visuel avec lui qui a son fusil dans les mains. Oh my God. En tout cas. Voilà, c'était le massacre de Shell Lake. Ben, merci pour cette histoire horrible. Un gros cas de schizophrénie. Ouais. Et je travaille sur un autre cas de schizophrénie assez intense qui va apparaître un jour. Voilà. J'en dis pas plus. Ben c'est ça, je l'avais déjà entendu, mais j'avais vraiment oublié les détails. En fait, au début, quand t'en parlais, dans ma tête, il allait tuer sa propre famille. Mais non, c'est ça, il tue une famille random. C'est encore quasiment... Ben, je peux pas dire que c'est encore pire, mais genre... Pourquoi eux? Ils ont juste tellement été malchanceux, là. Puis lui, il a dit clairement, quand je suis arrêtée, on lui a demandé pourquoi cette maison-là. Puis il a dit, mais ça m'apparaissait familier, je l'avais vu dans un rêve. Sûrement que c'était le diable qui avait dit, c'est celle-là. Ouais. Rendu là, tu peux mettre tout sur la faute du diable. Puis voilà. Mais de toute façon, il est mort à 56 ans. Il n'a pas fait long feu. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il n'aurait pas fallu qu'il retourne en liberté totale. Là. C'est sûr que... Non, puis il était quand même parti pour ça, pour vrai. Ouais. Parce que des sorties autorisées sans surveillance. Puis c'était autorisé à, genre, plus que la ville où ce qui était. Là, il y avait le droit d'aller dans plusieurs villes autour. Il y avait comme un radius assez large. Sans surveillance. Inquiétant. Il fallait que la police soit avisée, je pense. Mais that's it. Parce que bref. Ouais. OK. Bonne journée. Sur ce, bonne journée. On se revoit dans 2 semaines? Ouais. Sais-tu qu'est-ce que tu vas nous raconter? Ah oui, ça va être une bonne histoire aussi. Là. Ah, c'était là que tu m'as dit que j'allais aimer? Ouais, tu vas l'aimer. Il y a de la mafia, il y a plein d'affaires. Ouais. Je suis down. Nous, on va l'enregistrer live là. Non, parce que je l'ai pas fini. Ah, tu l'as pas fini? Non. Oups. C'est pas ça qu'on enregistre. On va enregistrer le bonus après. Ah, OK. Bon, ben on se voit dans le bonus. OK. Bonne journée. Bye.
Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!